aujourd'hui, effectivement, on va parler de deepfake. Alors, oui, désolé pour le truc qui manque en haut à gauche là, mais j'ai décalé mes titres comme ça, vous verrez. Mais effectivement, j'ai oublié sur cette slide. On va parler de machine learning, on va parler de deepfake, on va parler de sécurité, d'attaque. Avant tout ça, je vais me présenter. Vous inquiétez pas d'ailleurs, hein, ça va être une conférence niveau intro, donc même si vous avez jamais fait de machine learning, vous savez pas ce que c'est un réseau de neurones et tout ça, on va reprendre from scratch. Mieux comme ça? Ok. Donc je m'appelle Mathis Hamel, je bosse chez Coding Game. Voilà, vous avez peut-être déjà entendu parler de cette plateforme. Nos bureaux sont à 2 km d'ici, le siège de Coding Game. Je fais de la prog compétitive, j'ai fait pas mal de cybersécurité par le passé, maintenant un peu moins, mais voilà, c'est l'occasion aussi un peu de renouer avec mes racines. Donc voilà, Coding Game, je suis aussi Google Developer Expert en Machine Learning. Je prends 2 secondes pour parler de Coding Game, petit instant pub et après on va dans le vif du sujet. Donc on est une plateforme comme ça de petits jeux de programmation. En gros, le principe de la plateforme, c'est vous codez, donc vous avez un éditeur de code là à droite et ça pilote un jeu vidéo en gros. Et donc c'est pour apprendre à coder, apprendre l'algo. Et on a aussi une plateforme de test de recrutement sur notamment des compétences de base en code. Voilà, alors... pour commencer, on va parler du coup de deepfakes. Alors moi ce que j'entends par deepfakes là, ça va être des deepfakes statiques, donc c'est des photos. Des photos qui représentent des personnes qui n'existent pas. Il y a un site connu là-dessus qui s'appelle thispersondoesnotexist.com. Et donc voilà, ça c'est des visages qui ont été générés par une intelligence artificielle. Alors on les voit pas super bien, je suis désolé. Donc c'est des visages qui ont été générés par intelligence artificielle. En fait, il y a 8 visages ici qui ont été générés par une IA et une vraie personne. Vous voulez jouer? Ok, je vous laisse juste 2 petites secondes pour vous faire une idée qu'est-ce qui est la vraie personne parmi tout ça. Ok, je vois que ça débat pas mal. Là, on va le faire à main levée. Qui est-ce qui pense que c'est cette fillette en haut à gauche là? Ok, ouais, une personne. T'as perdu déjà. Désolé. T'as une deuxième chance du coup, vu que tu sais que t'as perdu. La personne en haut au milieu là? Ok, en haut à droite. Ça met toujours un peu de temps à arriver. Je mets les évidents faux en haut et après, là, ça va être dur. Là. Je sens que vous allez galérer. Qu'est-ce qui pense que c'est cette dame-là? Ok. Le gars au milieu? Ouais, le gars au milieu. Celui à droite? Ah, voilà. C'est pas lui non plus. Euh, Celui en bas à gauche? Ouais, ok. Ouais, pas mal. Celui en bas au milieu et en bas à droite? Ok. Alors, ça illustre 2 choses. Alors déjà, c'était lui. Bravo à vous qui avez trouvé. Ça illustre, ça nous démontre une chose importante, qui est que la machine, pour générer des visages, pour générer des fakes, elle dépasse l'humain, elle dépasse la détection humaine. Là, on ne peut pas, un humain avec ses petits yeux, détecter si une image est un fake ou pas. Et ça, c'est assez inquiétant. C'est le cas depuis plusieurs années avec ce site-là, This Person Does Not Exist, qui est sorti un truc genre en 2016, un truc comme ça. Et depuis, c'est de pire en pire. Voilà, maintenant, on peut faire des deepfakes, pas seulement juste on lui dit génère-moi un visage, mais voilà, des images complètes. On a vu Emmanuel Macron dans des manifs, voilà, en manifestant, tout ça. Bah, ça, c'est pareil, c'est plus de la jugeote que maintenant de la détection forensique, quoi, de savoir si une image est vraie ou pas. Donc, on va parler de thispersondoesnotexist.com, qui est un site. Bon, mes slides sont un petit peu coupés, j'espère que ça ne posera pas de soucis. C'est un démonstrateur de StyleGAN 2. Un StyleGAN 2, c'est un réseau de neurones qui génère des visages. En fait, c'est une architecture de réseau de neurones qui peut générer plein d'images à partir d'un ensemble d'entraînement. Mais là, pour le coup, c'est une instance de StyleGAN 2 qui a été entraînée sur des visages. Et c'est énormément utilisé en ligne pour créer des faux profils. Sur les réseaux sociaux, vous en avez probablement déjà vu, notamment tous les spams. Il y a pas mal de comptes qui font de la manipulation, de l'influence politique, des choses comme ça aussi, pour créer des réseaux de bots et avoir un compte qui inspire un peu confiance, plus que d'avoir la photo de profil par défaut. Ça a massivement été utilisé, et c'est encore le cas. Merci pour les diapos. Alors, il y a un truc dont je voulais parler, c'est que le site This Person Does Not Exist, il n'existe plus. Du coup,
this person does not exist. Voilà, ça préempte le site de la conf suivante. Le titre de la conf suivante. Mais c'est pas très grave parce que on va quand même parler de technique. Alors du coup, je vais vous présenter un outil qui présente un nouvel exploit, mais du coup sur un site qui marche plus. Mais voilà, ça va quand même, j'espère être assez instructif sur tout ce qui est la partie machine learning et la partie détection. Donc c'est des photos de profil qui sont super réalistes, on l'a bien vu, hein, vous étiez 30 dans la salle sur les 200 à trouver la vraie personne. Et donc c'est de plus en plus difficile de trouver qu'un profil est fake ou non, parce que créer un faux profil, historiquement, on avait tout. Enfin, on peut générer un faux nom, une fausse adresse, un mail poubelle, un numéro de carte bleue, même ça se génère facilement. Par contre, les photos de profil, ça a toujours été l'obstacle qui permettait un peu de différencier l'homme du bot. Et là, cette barrière-là est tombée. Donc, on n'a plus vraiment de manière de distinguer des vrais profils, des faux profils, en dehors de leur comportement, de l'analyse comportementale, de comment ils se comportent sur la plateforme. Donc, comment est-ce qu'on fait de la détection maintenant sur la photo de profil ? On a la chance que StyleGAN 2 et d'autres modèles plus récents sont très difficiles à entraîner soi-même. Du coup, en fait, la plupart des gens qui vont créer des bots sur les réseaux sociaux vont utiliser des plateformes type This Person Does Not Exist. À une époque, vraiment, les 95% des faux profils qui utilisaient des deepfakes comme ça utilisaient ce site-là. Et donc, bon, si on arrive à pirater, entre guillemets, ce site, à trouver une faille pour les détecter facilement, et c'est gagné. D'abord, alors je vais faire un gros aparté sur du machine learning et tout ça, parce que je pense que c'est une discipline qui est super intéressante et c'est assez important de comprendre comment ça marche. Alors, un réseau de neurones, j'ai pas envie de rentrer dans les détails de qu'est-ce que c'est, voilà, un réseau de neurones exactement, des opérations matricielles, des choses comme ça, des loss, qui sont des trucs qu'on apprend. Là, je vais vous faire un cours de 6 mois d'université en 4 minutes. Donc, je vais pas mal simplifier, mais un réseau de neurones, c'est comme ça, c'est un enchevêtrement. Ce truc-là, ce schéma-là, on le voit un peu partout. En fait, ça a l'air extrêmement compliqué. Un réseau de neurones, c'est un programme informatique. C'est un enchevêtrement de multiplication et d'addition. C'est à peu près tout ce que vous avez à retenir. Ça, c'est 95% vrai, on va dire. Les flèches, c'est des multiplications, les ronds, c'est des additions. Et voilà. Et ce truc-là, en fait, les paramètres de ces multiplications et de ces additions peuvent être ajustés automatiquement pour enseigner à cet ensemble d'opérations mathématiques à faire une tâche extrêmement précise. Ces tâches-là, ça peut être trouver par exemple le nom d'une espèce de plante à partir d'une image. Donc je sors mon téléphone, je prends cette plante en photo et ça me dit c'est telle espèce de plante, voici la fiche Wikipédia. C'est une appli qui s'appelle PlanteNet et qui est basée du coup sur du réseau de neurones derrière. Évaluer des dégâts d'une voiture après un accident à partir d'une vidéo, ça c'est un projet sur lequel j'avais bossé il y a un bout de temps, où du coup ça permet d'automatiser de l'expertise humaine, ou faire une évaluation assez grossière en fonction juste d'une vidéo du contour de la voiture. Troisième application assez omniprésente des réseaux de neurones, c'est de déterminer quand quelqu'un dit ces deux mots magiques que je ne vais pas dire pour ne pas réveiller votre téléphone. Et en sécu, il y a un usage qui est assez prépondérant là, et sur lequel il y a pas mal d'innovation qui est faite, c'est de faire de l'analyse de trafic réseau. Notamment pour faire de l'automatisation de SOC, des choses comme ça, amener le temps de réponse à vraiment de l'ordre des quelques millisecondes, quoi. Voilà, donc ces réseaux de neurones là, donc on peut leur apprendre à faire des tâches extrêmement précises, et là on va utiliser ce qu'on appelle un GAN. Donc StyleGAN, c'est un GAN, un réseau antagoniste génératif, donc Generative Adversarial Network. C'est un truc qui était vraiment à la mode dans les années 2018-2019, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est le nombre de papiers de recherche publiés. Ça a été inventé en 2014, donc c'est une techno qui est quand même relativement récente. Et c'est des réseaux de neurones, du coup, qui vont générer des choses. En apprenant sur un ensemble, par exemple, de photos de visages, on va leur apprendre à générer des nouveaux visages inédits. Donc, un GAN, c'est basé sur, en fait, deux réseaux de neurones. Donc,
un réseau de neurones, je vous rappelle, c'est une fonction mathématique qui apprend à effectuer une tâche très précise. Ici, on va en avoir deux qui vont jouer chacune un rôle très particulier. On va avoir le générateur, on va avoir le discriminateur. Le générateur, c'est celui qui nous intéresse principalement. C'est le réseau. On lui donne, alors, ça c'est une spécificité, on y reviendra après. On lui donne une source d'entropie, donc des nombres aléatoires. Ça c'est sa source de créativité, parce qu'en fait, comme on a que des additions, des multiplications, il ne peut pas inventer des nouvelles choses si on ne lui donne pas un peu une source d'aléatoire. Sinon, il donnerait toujours le même résultat. Donc là, on lui donne une donnée aléatoire, qui est l'acide un petit peu de sa génération aléatoire, et le générateur, il va générer des images. Alors ici, je vous ai montré, je vous mets 3 inputs, 2 outputs. En pratique, on aura, ce sera plutôt 128 inputs pour les générateurs aléatoires. Et les outputs, du coup, on aura plusieurs millions de neurones de sortie qui vont correspondre aux 3 composantes RGB de chaque pixel de sortie. Et donc, ça va être une valeur qui va être comprise entre 0 et 255, qui va nous donner cette image finalement. Voilà, donc juste avec des additions et des multiplications, on peut transformer un truc qui, en entrée, prend une donnée aléatoire et en sortie nous sort une photo en Full HD d'un visage. Ce qui est quand même assez impressionnant. Ce générateur-là, on va voir un petit peu comment on l'entraîne. Le discriminateur, en revanche, c'est un réseau qui va être généralement plus simple. Lui, en entrée, on lui passe une image et on lui dit est-ce que c'est une image qui est une vraie image ou une fausse. Donc, c'est-à-dire, est-ce que c'est une image qui est extraite du dataset d'entraînement, c'est une vraie image d'une vraie personne, ou est-ce que c'est une image qui a été produite par ton ami le générateur. Voilà, et donc le discriminateur, il a un output qui est binaire, il dit oui ou non. Enfin, en fait, c'est pas vraiment binaire, mais c'est un flottant. Il dit un pourcentage de confiance, est-ce que tu penses que c'est plutôt une vraie image ou plutôt un fake. Ces deux réseaux-là, on va les faire jouer ensemble. Donc le discriminateur, qui est à droite, on va lui présenter au hasard des images qui sont soit des vraies images, soit des images qui sont générées par le générateur. Et tout va se jouer sur, voilà, est-ce que le discriminateur arrive à détecter que l'image est vraie ou fausse. À partir de ça, en fait, les deux vont s'entraîner, vont essayer un peu. Le générateur va essayer de générer des images qui sont le plus réalistes possible pour arnaquer le discriminateur. Le discriminateur va essayer de trouver des fonctionnalités, des features de l'image qui vont être assez signantes pour l'un ou pour l'autre. On va en voir une très particulière tout à l'heure. Et ces deux-là, donc ils vont s'entraîner petit à petit. Alors je vous passe un petit peu les détails de comment on entraîne le réseau de neurones, mais ça va être un petit peu du renforcement. Si le discriminateur se trompe, on va récompenser le générateur, on va lui dire ça c'était bien ce que tu as fait, continue dans cette direction. Si le discriminateur a bon, on va lui dire ça c'est bien, et le générateur on va lui dire essaye autre chose, quoi, entre guillemets. Voilà, c'est du très imagé, mais c'est un petit peu comme ça que ça marche. Du coup, à chaque partie, on va dire qu'il y a un seul des deux réseaux qui va gagner. Soit le discriminateur a correctement réussi à identifier la nature de l'image, donc soit une vraie ou une fausse, soit il n'a pas réussi, auquel cas c'est le générateur qui a gagné. Et les deux vont s'améliorer petit à petit au cours de l'entraînement, donc c'est un entraînement qui va être très long. On a quelques difficultés là-dessus, c'est pour ça que je vous disais que c'est dur d'entraîner son propre GAN à la maison. Ses propres modèles de machine learning en général, mais les GAN c'est très particulier. On va avoir un truc qui est ultra classique en machine learning, ça s'appelle l'overfitting. C'est quand on a un dataset d'entraînement qui est assez petit, le réseau de neurones, alors que ce soit là l'un ou l'autre, va apprendre par cœur le dataset. Donc soit le générateur va apprendre par cœur toutes les images réelles, et du coup il va juste les pondre comme ça et ce sera impossible de détecter. Mais le générateur, il aura servi à rien, juste c'est une base de données d'images. Soit le discriminateur, justement, va apprendre par cœur les vraies images et va savoir dire, ok, là c'est une image que je connais déjà, que j'ai déjà vue avant, donc ça c'est une vraie, ou alors, non, tu me proposes une image inédite, même si c'est un visage qui est super réaliste, je sais qu'elle n'est pas dans le dataset, donc c'est une fausse. Donc l'overfitting, c'est un des grands problèmes du machine learning qu'on essaye de résoudre. Ça c'est résolu de par la nature, de par la structure de StyleGAN 2. La convergence qui est très lente, alors ça c'est un truc qu'on voit pas forcément là, mais en fait ces deux réseaux, donc ils vont s'améliorer l'un avec l'autre au cours du temps. Le souci qu'on voit, c'est que il n'y a que le discriminateur des deux réseaux, il n'y a que le discriminateur qui voit à qui on présente des vraies images. Le générateur, il va juste essayer de deviner à quoi ça ressemble une vraie image.
Il va essayer de deviner ça en boucle. On lui montre jamais à quoi ça ressemble des vraies images. Il va juste essayer des trucs. Et il va s'améliorer petit à petit en voyant que ça arrive à arnaquer le discriminateur. Le discriminateur, c'est pareil, il va mettre du temps aussi avant de comprendre ces patterns-là. Mais voilà, le générateur, du coup, juste en devinant en boucle plein de... comment est structurée une photo de visage, c'est comme ça qu'il va apprendre à générer. Troisième problème, c'est la puissance de calcul qui est nécessaire pour entraîner un réseau de neurones. Un modèle de ce type-là, un StyleGAN 2, je ne sais pas combien ça coûte à entraîner. Ça peut se faire, je crois, avec quelques GPU sur quelques semaines. Des réseaux plus avancés, comme on a entendu parler là, de DALL-E 2, de Stable Diffusion. Stable Diffusion, je crois qu'ils ont publié les coûts d'entraînement, c'était de l'ordre de $600 000, juste sur le développement final du modèle, c'est-à-dire sans compter les coûts humains, les coûts de R&D, les modèles qu'ils avaient entraînés précédemment et tout ça. L'effondrement du mode aussi, alors ça c'est un truc sur lequel je vais passer, mais c'est un souci qui est inhérent au GAN, et c'est notamment pour ça qu'on passe à des modèles de nature différente. DALL-E 2 par exemple, c'est pas un GAN, c'est un modèle à diffusion guidée qui a une techno un petit peu différente pour générer des images. Alors, comment on détecte des images générées avec un GAN? Alors, le truc c'est que dans This Person Does Not Exist, le truc qui est mis dans le back-end du serveur, c'est le générateur. Est-ce qu'on ne pourrait pas déjà réutiliser le discriminateur? Le discriminateur de StyleGAN, est-ce qu'on ne pourrait pas le réutiliser pour faire cette détection-là? Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi entraîner notre propre réseau de neurones ou un algorithme qui ferait cette détection-là, qui arriverait à discriminer entre des images qui ont été générées par le générateur ou des images qu'on trouve sur Internet? Ça, si c'était facile à faire, en fait, ça voudrait dire qu'on a trouvé une technique qui a un taux de succès de plus de 50% pour détecter, donc qui est meilleur que le hasard, qui a un taux de succès de plus de 50% pour réussir cet exercice. Ça voudrait dire que on a réussi à faire mieux que l'équipe qui a inventé StyleGAN 2. StyleGAN 2, c'est Nvidia, c'est une équipe de chercheurs ultra pointus. Moi, je ne vais pas de mes petits bras prétendre pouvoir faire un truc qui est mieux que le discriminateur de StyleGAN 2. Donc ça, déjà, on peut faire une croix dessus. On va se dire que l'approche réseau de neurones pour détecter ça, ça va pas marcher. Il va falloir trouver de l'astuce. Alors les GAN, c'est basé sur un jeu, c'est le discriminateur contre le générateur. Donc je vous propose qu'on triche. On va voir deux manières de tricher. La première, c'est qu'on va utiliser les règles du jeu un petit peu contre le jeu. Et après, on va faire un peu de rétro-ingénierie pour savoir comment fonctionne ça et comment est-ce qu'on peut coder un détecteur qui marche bien là-dessus. Alors, on va jouer un deuxième petit jeu. On va jouer le jeu que je vous ai fait au tout début. Là, je vais vous faire le même. Là, il y a une de ces deux personnes qui est vraie, une de ces deux personnes qui est un deepfake généré par This Person Does Not Exist. Alors, est-ce que on pense que c'est cette personne de gauche qui est la vraie personne? Levez la main. Ok. Est-ce qu'on pense que c'est cette personne de droite? Ça marche. Bon, vous voyez là, vous avez bien mieux réussi. C'était effectivement celle de gauche qui est la vraie personne. Et là, on avait un split peut-être 80% qui avait bon, 20% qui avait tort. Effectivement, si vous en avez rencontré pas mal dans votre vie, moi j'ai bossé là-dessus pendant des semaines, donc je sais les détecter à l'œil nu maintenant. Mais voilà, il y a des indices qui nous disent que c'est la personne de droite qui est un deepfake. Alors qu'est-ce qui nous dit ça? On va avoir déjà... Première chose qu'on voit, c'est le ratio de l'image. This Person Does Not Exist, c'est toujours des images de 1024 par 1024. Bon là on se dit on aurait pu le cropper et tout ça. Le visage qui est tourné en arrière, les lunettes de soleil, c'est assez rare. Surtout des lunettes qui sont aussi symétriques parce que StyleGAN, il a du mal à faire la symétrie. Les boucles d'oreilles, elles sont souvent dépareillées, des choses comme ça. Voilà, on voit le background aussi qui est très détaillé. Enfin, même s'il est flou, on distingue un immeuble, on distingue un autre immeuble de l'autre côté. Voilà, il y a beaucoup de choses qui nous donnent l'indice que ça, c'est une vraie personne à gauche. Et à droite, c'est un fake. Et on va avoir un autre truc. Et pour ça, on va devoir un petit peu creuser sur le dataset d'entraînement de This Person Does Not Exist. Alors, This Person Does Not Exist, ils ont réutilisé un modèle préentraîné fourni par Nvidia qui est basé sur ce dataset. C'est un dataset, ça c'est que des vraies personnes. Il y a 70 000 photos. Alors dedans, d'ailleurs, j'ai un peu fouillé, il y a du Mark Zuckerberg, il y a le blogueur Corben.
Voilà, donc si vous rencontrez des deepfakes qui sont basés là-dessus, il y a 0,01% de Mark Zuckerberg dans vos deepfakes. Voilà, donc ça, c'est plein de vraies photos qui sont extraites de Flickr. Donc le FFHQ, ça veut dire Flickr Faces High Quality. C'est des photos en licence Creative Commons sur Flickr qui ont été croppées pour garder que le visage. Je sais pas si vous avez vu un petit truc. Donc ça, c'est le dataset, c'est que des images comme ça, donc 2024 par 1024. Maintenant, je vais vous rajouter un petit truc sur la même vidéo. Voilà. Désolé pour les yeux laser un peu moches. Mais voilà, vous comprenez l'idée, les yeux sont toujours au même endroit. Sur ces photos, ça c'est le dataset d'entraînement. C'est le dataset qui a permis d'entraîner This person does not exist. Alors je vous le montrerai bien en live, mais bon, le site n'existe plus. Mais effectivement, quand on refresh, le site, à chaque fois, on voit que les yeux restent à la même place. Et donc ça, c'est un indicateur qui est déjà très fort pour nous dire, ça, c'est probablement un deepfake. Et comme voilà, StyleGAN, il essaye de reproduire le dataset de la manière la plus fidèle possible, et bah, il va forcément placer les yeux à cet endroit-là, parce que sinon, le discriminateur, il va voir la position des yeux qui est à un autre endroit, il va dire, bah non, là, les yeux ne sont pas là où j'ai l'habitude de les voir, ça veut dire que c'est un fake. Donc, le générateur va essayer de reproduire de la manière la plus fidèle possible FFHQ, et notamment, ça passe par mettre les yeux toujours à ces deux endroits. Enfin, ça, cette propriété de FFHQ, elle est documentée, hein. Il y a un papier qui décrit la structure du dataset, les positions de centrage des pupilles, etc. Donc ça, c'est connu, mais voilà, c'est déjà une bonne technique pour détecter. Et si vous allez voir pas mal de faux profils sur les réseaux, vous allez voir qu'ils ont les yeux à cet endroit-là, et ça, souvent, ça en dit long. Ça, c'est pas une nouvelle technique, hein. C'est pas du tout moi qui l'ai inventé, ça faisait assez longtemps que c'était connu. Mais ça peut faire déjà un bon prédétecteur, on va dire. Si on voit qu'il y a quelqu'un sur les réseaux qui a une photo de profil comme ça peut déjà nous mettre la puce à l'oreille. Alors, maintenant, on va passer au reverse engineering. Alors, ça va pas être du reverse où je vais décompiler des trucs et tout ça. Ça, on attend ce soir au CTF pour le faire. J'ai fait un petit truc, en fait, c'était... Alors, je reviens. J'étais en train de faire un peu de recherche sur ces trucs-là. J'étais moi-même en train de générer des visages pour faire des sock puppets. Et donc, en rafraîchissant plein de fois le site... donc vraiment le site il était très simple, hein. Je sais pas si vous l'avez connu, mais c'est à chaque fois qu'on refresh, il y a juste une image qui apparaît en grand et c'est un autre visage, un nouveau visage. Et je me suis rendu compte, donc je rafraîchissais à fond, et bah en rafraîchissant rapidement, je me rends compte que des fois j'ai deux fois la même image qui me revient. Donc là bon, on se dit ok, c'est un cache qui dure une seconde côté navigateur, c'est un peu chelou, mais pourquoi pas. Du coup je réessaye, j'actualise en même temps depuis mon téléphone et mon ordi. Là, j'ai le même visage qui me revient. Donc là, mon téléphone et mon ordi récupèrent le même visage. Alors là, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Donc ça, c'est la version script pour confirmer cette intuition-là. J'ai une boucle, j'ai un while true qui va récupérer l'image sur le site et qui va calculer le hash qui m'affiche les 10 premiers caractères du SHA-256. Et vous voyez qu'on a des doublons. Là, le deuxième et le troisième, c'est le même hash. Donc ça veut dire que c'est la même image qui nous a été envoyée par le serveur. Ensuite, on en a un autre, là, le 02 DA, c'est 3 images qui ont été envoyées d'affilée, etc. Et en fait, on se rend compte là-dessus que le serveur, en fait, il a un cache global, donc un cache qui est sur le serveur. Le serveur est unique, hein, d'ailleurs, il y a un seul serveur qui produit ces images-là. Et dans la même fenêtre de 1,2 secondes, si deux requêtes sont dans cette même fenêtre-là de 1,2 secondes, ils auront la même image, ils recevront la même image. Ça, c'est probablement pour économiser de la puissance de calcul. Comme ça, ils ont juste un ordi qui tourne, qui génère une nouvelle image à la vitesse qu'il peut le faire. Donc là, c'est toutes les 1,2 secondes. Et il sert cette même image à tout le monde. Normalement, voilà, il n'y a pas de raison que deux personnes tombent sur la même. Ça en génère quand même du coup plus de 70 000 par jour. Il y a peu de chances que deux personnes récupèrent le même. Et une fois de plus, cet outil-là, This Person Does Not Exist, c'était un démonstrateur à la base. C'était juste pour dire, hey, regardez, c'est marrant ce que les GAN sont capables de faire. C'était pas du tout pour dire, hey, allez créer vos fausses photos de profil sur mon site. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que tout le monde reçoit la même image à un instant T. Et ça change régulièrement. Cette image-là, elle change très régulièrement. Mais ça veut dire qu'on peut aussi télécharger toutes les images. On peut mettre en place un script qui va toutes les télécharger. Voilà. C'est ce que j'ai fait. J'ai du coup un script qui ressemble vraiment beaucoup à ce que je vous ai montré juste avant. Là, c'est une while true qui va juste télécharger toutes les images. Hein, c'est pas compliqué.
Je l'ai multithreadé, je crois il y a 10 threads en parallèle pour être sûr qu'on n'en loupe aucune. Donc chaque image est téléchargée au moins 4 ou 5 fois. Donc mon script de téléchargement, et ensuite je fous ça dans un disque qui contient toutes les images qui ont été générées par ce site. Et ensuite, dès que j'ai une photo de profil suspecte, je la prends, je la télécharge et je passe la moulinette dessus sur toutes les images que j'ai récupérées. Et je regarde si j'ai un match. Ça a l'air facile, hein, comme ça. En fait, pas du tout. Désolé, le mème est un peu vieux, mais c'est une conf que je donne depuis longtemps. En fait, si on calcule un petit peu, on se rend compte que ça nous fait 72 000 nouvelles images par jour. Un JPEG de ce site-là, c'est 450 kg en moyenne. Donc ça nous fait 32 gigas de données à télécharger et à stocker chaque jour. 11 Tera par an. Je vous ai dit en début de conf là, que ça m'avait coûté 100 balles de monter l'outil. Vous doutez bien que les 11 Tera, ça va pas passer. Donc on va avoir l'espace de stockage qu'on va devoir résoudre et aussi en fait le lookup. Quand on veut chercher un visage dans cette base de données là, alors soit on pourrait utiliser des hashes. Là je vous vois déjà penser, ok là on va stocker les hashes de toutes les images. Il y a un truc que vous savez peut-être, c'est que sur les réseaux sociaux, 95% des réseaux sociaux, les images sont transformées, elles sont compressées. Donc sur Twitter, ils transforment ça en un JPEG de 400 par 400 pixels, des choses comme ça. Et donc en fait, l'image, elle va être modifiée. Et donc on peut pas utiliser juste le hash, on peut pas utiliser le SHA-1 de l'image et le stocker comme ça en brut. Sinon on n'aura aucun match, à moins que la personne utilise exactement cette image-là. Donc sur certains réseaux sociaux, peut-être qui gardent la photo en brut. Mais généralement, déjà, 99% des sites des réseaux sociaux enlèvent les exifs, les choses comme ça. Donc l'image, le fichier va forcément être modifié, va être passé à la moulinette. Donc, on ne peut pas utiliser ce hash. Donc c'est dommage. Ça m'aurait économisé pas mal de temps, mais il va falloir quand même qu'on trouve une solution. Contrainte de hardware. Le projet, je l'ai monté à la base sur ce truc-là. Si vous avez le nom de ce device, joli, bien joué à vous. Ça s'appelle un NVIDIA Jetson Nano. C'est un Raspberry Pi sous stéroïde. On a un petit GPU dedans. Ça sert à faire notamment du machine learning, entraîner des petits modèles, des choses comme ça. C'est un truc tout petit, hein. C'est vraiment du hardware équivalent à du Raspberry Pi, donc ça fait tourner du Linux. 4 Go de RAM, on a un CPU qui est tout rikiki, mais on a un GPU, et ça peut être important pour la suite. D'ailleurs, le projet à la base était monté là-dessus. Maintenant, il est hébergé chez les data centers de Google. Alors d'ailleurs, ça a donné une histoire un petit peu cocasse, parce que vous avez peut-être entendu que le dataset de Google à Paris a flambé puis été inondé. Le projet est hébergé là-bas. Donc, jusqu'à hier, j'avais des échanges de mails avec les orgas. Probablement, la démo est sous l'eau actuellement. Heureusement, ils ont réussi à sécher les serveurs et je vais pouvoir vous montrer comment ça marche. Mais du coup, pour ce truc-là, alors moi, ce que je voulais faire, oui, je reviens un petit peu avant. Je disais, on peut pas utiliser des hashes pour ça, mais du coup, il va falloir qu'on fasse un check visuel. Il faut qu'on trouve une correspondance visuelle entre les images. Donc ça, on pourrait faire de la comparaison pixel par pixel, récupérer ça, voir quelles images ont les plus fortes similarités. Mais ça impliquerait du coup de parcourir l'intégralité du disque dur avec toutes les images, les checker une par une, calculer les scores et trouver si j'en ai qui correspondent. Ça, ce serait extrêmement lent parce que voilà, on le disait, 11 Tera par an. C'est-à-dire que pour chaque requête, mettons que le serveur, ça fait 1 an qu'il tourne, j'ai 11 Tera de données à parcourir pour trouver un match. Ça, pareil, c'est prohibitif, je veux pas, moi je veux un truc rapide. Et c'est là qu'on implique un peu de soft, un peu de dev. Je vais utiliser un réseau de neurones qui s'appelle FaceNet. FaceNet, alors ça prend une photo d'un visage, ça le transforme en un vecteur. En gros, vous pouvez considérer que c'est un hash. C'est un hash visuel d'un visage. Deux photos du visage de la même personne, même dans des conditions très différentes, avec un background différent, pas le même t-shirt, sur l'une il sourit, sur l'autre non, sur l'une il a des lunettes, pas l'autre. Ça va quand même donner des vecteurs qui vont être très similaires. Ça va donner des hashes qui vont être quasiment identiques. Et deux personnes différentes, même si ils sont devant le même mur de même couleur, même s'ils ont la même pose, le même t-shirt et tout ça, deux personnes différentes vont avoir un hash qui va être généralement très différent aussi. Et donc, ça va être un petit peu notre manière de détecter, ça va être, on va essayer de calculer les hashes de toutes les photos qui arrivent.
Pour ça, en plus, ça nous permet de gagner cet espace disque-là, parce que quand on passe une image dans FaceNet, le résultat, le hash résultant, donc le hash visuel, il fait 2 kilooctets à peu près. Donc, ça nous fait déjà une réduction d'espace disque de 225 pour 1. Donc ça, c'est très agréable. Ça nous permet déjà d'économiser et de rester du coup sur le petit hard drive de 256 Go, qui est d'ailleurs une carte SD. Hein. Et en plus, vu que c'est un réseau de neurones, ça j'en ai pas parlé, mais effectivement, les réseaux de neurones et les GPU, ça va très bien ensemble. Notamment parce que c'est des opérations qui sont parallèles. Vous voyez là, tout est un petit peu... Le réseau, il allait par couche comme ça. Et chaque couche, en fait, peut être calculée très rapidement de manière parallélisée sur un GPU. Donc là, on va pouvoir se servir du GPU du Jetson pour calculer très rapidement ces hashes à chaque fois qu'ils arrivent à la volée. Un autre truc, du coup, j'ai utilisé du coup une base de données qui s'appelle OpenSearch. Historiquement, ça s'appelait Elasticsearch OpenDistro. Les slides ne sont pas à jour. Ça, pareil, ça permet de chercher très rapidement des vecteurs similaires. Donc des vecteurs de nombres. On peut indexer des vecteurs de nombres et on peut trouver des vecteurs qui sont similaires très rapidement. Et donc ça, en fait, ça va nous permettre de faire exactement ce qu'on voulait faire, l'idée de base qu'on avait avec les hashes. Sauf que là, on va pouvoir le faire avec des hashes approximatifs. On va pouvoir faire une recherche approximative. Et donc, même si l'image est un petit peu compressée par le réseau social ou quoi, le hash va rester quasiment identique. Donc, on va le retrouver très rapidement avec OpenSearch. Donc, la nouvelle structure qu'on a, ça va être ça. Donc, on va toujours avoir this person does not exist. Là, au lieu de stocker les images directement, on va les passer dans FaceNet et on va stocker uniquement le hash. Et pareil, de l'autre côté, si on a une photo de profil suspect, on calcule son hash également. Et on va faire une requête, donc c'est un Elasticsearch derrière. Et on va trouver très rapidement si oui ou non on a des correspondances dans la base de données. Point bonus du coup là-dessus, si votre cible utilise des petites techniques de transformation type mettre l'image en miroir, ça c'est des choses que j'ai pas mal vues sur les réseaux, qui font du crop pour que les yeux soient plus centrés au centre de l'image, qui rajoutent du bruit, etc. pour modifier le hash, compression, rotation, tout ça, en fait FaceNet il est très robuste à ce genre de truc, donc le hash va quand même rester très similaire. Point bonus numéro 2, comme ce cache il est global, et que chaque image apparaît de manière unique pendant 1,2 secondes de toute l'existence du serveur, et voilà, j'ai regardé, il n'y a pas de doublon, j'ai pas vu de doublon dans la base. Et donc, comme cette image-là est générée à un instant précis, si on trouve un match dans notre base de données, ça veut dire qu'on sait aussi exactement la seconde à laquelle elle a été générée. Donc, si on a un petit groupe, notamment de l'influence politique, qu'on se rend compte qu'ils ont les mêmes timestamps de génération, hop, direct, ça peut nous dire, c'est probablement la même personne qui se cache derrière ça parce qu'ils ont tous été générés à peu près à la même heure. Ça permet aussi d'ailleurs de déterminer aussi le fuseau horaire dans lequel habite la personne. S'il a été généré plutôt pendant le jour ou pendant la nuit ici, ça permet de déterminer les heures d'activité en fonction de l'heure à laquelle la photo a été générée. Ok, alors je vais vous faire une petite démo. Alors le site n'est plus live, donc je peux pas vous le montrer direct sur This Person Does Not Exist. Vous allez devoir me croire que je vous arnaque pas. Mais voilà, cette conférence est dispo en replay sur YouTube. Je l'ai donné pas mal de fois, du coup, vous pouvez aller vérifier. C'est pas des mensonges. Alors, deux petites choses. FADA, je sais plus ce que ça veut dire. Voilà, c'est un acronyme, j'ai oublié le nom, mais ça me faisait marrer à l'époque. Deuxième truc, je ne suis pas dev front-end. Voilà. Mon outil marche, moi c'est tout ce que je veux. Donc, comme vous pouvez le voir... Ah ouais, il faut que je décale un peu. Oui, il y a le titre en gros quand même. Pas un monstre. Du coup, là, on a 744 000 images dans la base de données. C'est parce que, du coup, j'ai refait le déploiement sur Google Cloud il y a peut-être une semaine ou deux avant que le site tombe. Du coup, je suis un peu dégoûté parce que avant j'en avais des dizaines de millions et je me suis dit, bon, ça remontera vite. Et voilà, parce que de toute façon, les profils réseaux sociaux comme ça se font généralement bannir assez vite. Donc, même sur les 2 derniers mois de photos de profils générés, on a la plupart des profils qui matchent. Voilà, donc on va balancer là-dedans une image. Alors ça, c'est une vieille image que j'avais téléchargée. Hop, découvrez mon
téléchargement. On va prendre ce gars-là. Je sais pas si ça va marcher, on verra. Et donc, ça va chercher dans la base de données. Si c'est bon, je crois que ça marche. Ça va chercher dans la base de données, ça va chercher des hashes qui vont être similaires. Il y a un autre truc dont je vous ai parlé. Donc je vous disais, c'est extrêmement coûteux de stocker toutes les photos. Donc on ne va pas le faire. Il y a un truc que je fais quand même pour confirmer visuellement, parce que c'est très important. Je stocke la version photo compressée très très fort. Donc c'est du 64 par 64 sur disque dur. Voilà. Ah, celui-là n'y est pas. Alors attendez, on va recommencer avec une autre image. Je crois que j'en ai d'autres qui vont matcher. Celle-là, je crois qu'elle marche. Voilà. On a du coup le top 3 des matchs. Ce que vous voyez sur la gauche, c'est la photo qui est stockée sur le disque dur. C'est la photo qui avait été téléchargée à l'époque. Elle est très floue parce qu'elle est compressée. Donc celle de gauche, elle pèse 4 kilooctets. Celle de droite, elle en pèse 400 parce que c'est l'image originale. Et donc, on voit qu'on a, voilà, là, on a confirmé que c'est bien une photo qui vient de This Person Does Not Exist. J'ai mis aussi le timestamp. Donc ça, bon, je vous rappelle que ça marche que sur les photos qui ont été générées pendant que le script était en train de tourner. Donc c'est pour ça que c'était important d'avoir de la couverture. On n'a pas ce reverse engineering de comment l'image a été générée. Moi, je ne peux pas les avoir a posteriori. Donc, je suis obligé de les télécharger à la volée. Bon, on a, voilà, vous voyez que c'est des personnes qui ressemblent à chaque fois. Là, parmi les 700 000 personnes, on va dire que la sosie la plus proche de ce visage-là, c'est celui qui est à gauche. C'est un truc qui est assez marrant d'ailleurs. Mettez des selfies de vous, ça vous donne des sosies de vous en deepfake. Voilà, elle ressemble aussi. C'est elle en plus jeune. Hein. C'est des fausses personnes, tout ça, mais bon, elle se ressemble. Et au cas où, je vous rajoute aussi ça pour que vous puissiez confirmer si oui ou non ça vient d'un GAN ou pas. Enfin, d'un GAN entraîné sur FFHQ, bien évidemment. Voilà, donc ça c'était le petit outil. Il est dispo. Alors, on est à plus de 70 000, maintenant on est à 700 000 et ça ne bougera pas parce que le site du coup n'existe plus. La recherche se fait aussi très rapidement. Donc l'indexation à l'époque, elle se faisait à la volée. Donc c'est-à-dire dès qu'on reçoit une image, je crois que j'attendais d'avoir 5 images, je calculais un batch. Ça va plus vite de faire du traitement en batch avec des réseaux de neurones. Et donc, en gros, il fallait attendre 5 secondes entre le moment où l'image était générée et le moment où elle était dispo en base. Donc, c'était vraiment quasi instant. Voilà, faites pas fondre mon GPU. Alors maintenant, c'est dans le cloud, donc faites le fondre si vous voulez, je m'en fous. Avant, c'était hébergé dans mon salon, du coup. Et c'est open source si vous voulez aller jeter un œil. Alors maintenant, ça sert plus à grand-chose de déployer votre propre instance. Mais si vous voulez aller voir un petit peu comment c'est fait sous le capot, je suis pas responsable du code Python dégueulasse. Dernier petit truc, je vous ai donné donc un bon discriminateur. Maintenant, je vais vous donner un générateur. Vous vous souvenez la terminologie, les GAN. Donc, on a le générateur qui génère les images, le discriminateur qui dit est-ce que c'est une vraie image ou pas. Là, on a fait le discriminateur. Maintenant, je vais vous donner un bon générateur. Alors, vous pouvez demander à DALL-E, à Stable Diffusion et tout ça. Mais moi, j'en ai un qui est très sympa, qui date de l'époque où tous ces modèles-là n'existaient pas. Ouais, c'est ça. On a StyleGAN 2 du coup qui est chiant à entraîner, mais on peut utiliser les modèles préentraînés de NVIDIA. Et ça du coup on peut générer à la maison ses propres images. Donc ça c'est un Google Colab, je sais pas si vous connaissez. C'est un Jupyter Notebook hébergé dans le cloud. Donc ça permet de run du code Python direct dans le cloud sans avoir installé quoi que ce soit à la maison. Et donc là, ce qu'on va faire, alors attendez, il est ici. On télécharge les modèles en fait. On télécharge le. Hop, je vais vous zoomer un peu. On va télécharger les modèles, donc ils sont dispo. NVLabs, c'est le compte GitHub de NVIDIA Labs. Et ils mettent à dispo des modèles qui sont préentraînés. Donc ils font notamment StyleGAN 2 ici, sur lequel on peut télécharger les modèles préentraînés. Et notamment celui qui est entraîné sur FFHQ. Je sais plus où c'est. Voilà, ici. On a StyleGAN 2 qui est entraîné sur FFHQ, on va le charger, ce modèle-là. Et derrière, ignorez toutes les erreurs, hein. Derrière, on va pouvoir générer son propre visage comme ça, avec... donc c'est exactement la même techno qui est derrière This Person Does Not Exist, sauf que là, vu que c'est des images qui viennent pas de This Person Does Not Exist, Fada, il a aucun moyen de les détecter. Parce qu'il y a tellement une diversité énorme, en fait, sur les... Je crois que c'est ça, on a 128 octets de données aléatoires qu'on donne en entrée au réseau de neurones. Jamais vous aurez des doublons là-dessus. Et c'est très rare que vous ayez des images qui soient très proches. Là, vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré les 3 photos.
il n'y en a qu'une qui est clairement un match, les deux autres ont pas grand-chose à voir. Et on peut faire aussi un autre truc, c'est de générer des variants. Alors, ça, c'est un petit peu... c'est une des propriétés des réseaux de neurones. Alors, vous voyez, là, le gars, il sourit. Sur l'image précédente, il souriait pas. C'est la même personne, hein. Mais voilà, là, j'ai réussi à le faire sourire. Alors, à quoi c'est dû tout ça? C'est dû au fait que les réseaux de neurones, c'est donc des fonctions mathématiques. C'est des fonctions qui sont continues. Alors, si vous vous rappelez de vos cours de lycée, une fonction continue, c'est si on modifie un peu l'entrée, ça modifie un peu la sortie. Ça ne va pas la modifier radicalement. C'est ça la définition d'une fonction continue. Les réseaux de neurones se basent sur cette propriété-là, notamment pour l'apprentissage. Je reviendrai pas là-dessus. Mais c'est très important d'avoir cette continuité-là. Et donc, comme on a ici, on peut maîtriser l'entrée. L'entrée, c'est un vecteur de données aléatoires. Si on modifie un petit peu ces nombres-là, et ben ça modifiera un tout petit peu la sortie. Donc là, ça peut modifier la couleur du background. Alors, on ne voit pas très bien. Ça peut modifier. Là, il a l'air effectivement plus jeune à gauche qu'à droite. Il y a différentes poses de visage. Donc ça peut permettre aussi de générer un peu un faux persona sans avoir à toujours utiliser la même photo. Vous pouvez mettre à jour comme ça vos faux profils sur les réseaux sociaux ou que sais-je. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, je pense qu'on a le temps. Et alors, je vous laisse sur ma dernière slide. Je vous ai mis un petit QR code qui vous donne un essai gratuit de la plateforme Coding Game de recrutement pour vos tests. Est-ce que vous pouvez remettre la dernière slide, s'il vous plaît? Voilà, c'est pour mes chiffres, si vous voulez que j'ai des primes en fin d'année. Non, mais voilà, c'est pour des tests de code de recrutement. Voilà, et donc si vous avez des questions, je peux en prendre maintenant ou je reste dans le coin plus tard, jusqu'à la fin de la nuit. On a le temps pour des questions, on a un petit peu de temps, puis je suis sûr qu'il y en aura plein. Trop bien. Et voilà, si vous êtes timide, venez me voir après, j'ai aucun souci, on peut en parler aussi en plus petit comité. Juste pour la dernière diapo là, alors pas le code QR, ça on s'en fiche, mais... ouais, ça du coup, est-ce que Fada, ça peut... Non, pardon, ça peut pas le détecter ça? Non, Fada ne peut pas détecter des trucs que tu génères chez toi avec une techno qui est autre que This person does not exist, parce que Fada, il va juste télécharger, sur le lien HTTPS de This person does not exist. Tout ce qui vient d'autre part, il peut pas le faire. Et en supposant qu'on mette une des trois images? Non plus. Ça marcherait pas? Alors, effectivement, il pourrait te dire le visage est similaire. Je pourrais tester tout à l'heure à l'occasion. Il peut te dire là j'ai un visage qui est similaire, tu peux le vérifier visuellement, mais tu vas te dire bah non, c'est pas la même image, donc là ça marchera pas. Et donc pour le coup, cette technique-là est robuste contre Fada. Mais ouais, il verrait au niveau des vecteurs en fait que c'est similaire quand même. Il verrait que c'est la même personne. Mais bon, ça voudrait dire quand même que il faut que tu génères tes variants, que ce soit indexé sur Fada. Moi, j'indexe pas des trucs manuellement, tu vois, j'indexe que ce qui vient du site. Donc en soi, c'est déjà pas possible qu'il y ait un de ces trois vecteurs-là qui se retrouve dans la base. Merci. On a une petite question ici, tiens, je laisse passer. Alors, merci beaucoup déjà, c'était super intéressant. J'avais une petite question pour un dev un peu lambda qui est pas trop calé en mathématiques, etc. Est-ce qu'il existe des outils, est-ce que c'est faisable de créer son propre modèle de ML pour faire des algorithmes génératifs comme ça Alors, pour entraîner ses propres modèles, c'est compliqué. Même en étant un dev qui fait beaucoup de... Moi, j'en ai fait, j'ai fait de la R&D en machine learning. C'était mon premier job au ministère des Armées. Et on était une équipe de 30 personnes quoi, pour entraîner les modèles, pour les valider et tout ça. Donc en solo, c'est difficile de faire des modèles génératifs, surtout là avec les dernières avancées. Par contre, là, tu as de plus en plus d'open source. Donc tu peux récupérer typiquement Stable Diffusion, donc qui est le modèle dont je parlais, là, qui a coûté 600 000 balles à entraîner. Celui-là, il est dispo gratuitement sur Internet. Tu peux l'utiliser, tu peux le run même dans un environnement Google Colab, donc gratuitement. Et ça te permet d'avoir ces fonctionnalités-là. Après, pour développer des modèles de machine learning plus simples, justement, on peut se mettre facilement le pied à l'étrier. Moi, je ne recommande pas du tout de commencer par des réseaux de neurones, parce qu'il y a des modèles de machine learning qui sont ultra puissants, qui fonctionnent sur d'autres technos, donc notamment des trucs qu'on appelle des arbres de décision ou des random forests. C'est des trucs qui sont super faciles à utiliser, notamment si tu fais du Python, tu as Scikit, et qui permet vraiment en 1 heure de coder un modèle qui fait le taf et qui se base. Là, ça va être du coup pas des données qui vont générer des images et tout ça, mais de faire de la classification sur des données tabulaires, des choses comme ça.
On a 2 questions au fond là-bas. Vas-y, ce sera la dernière question, comme ça. On est tout bon. Merci. Très intéressant. Au niveau des droits et de l'IA, qu'est-ce qui se passe si on génère des images, même aléatoirement avec de l'entropie, mais qui tombent par hasard ou par bonheur sur quelqu'un qui existe? Alors, je suis pas juriste, donc j'en ai aucune idée. Question numéro 2, moi, qui me taraude depuis un bout de temps. Moi, je vous pose une question, on fait une conférence inversée. Qu'est-ce qui se passe si on fait une pub avec le sosie de quelqu'un? Si je fais une pub, acheter du jambon, machin, avec le sosie d'Emmanuel Macron, est-ce que j'ai le droit? Ouais, c'est une très bonne question. Question ouverte, c'est une vraie question. Si vous avez la réponse, venez me voir. Vous avez 3 heures. Non pas. Et si vous connaissez un sosie d'Emmanuel Macron, venez me voir aussi, on sait jamais. Je sais pas si on a le temps. Bon, je vous remercie. Et puis, s'il y a d'autres questions, on en parle sur le côté. On va essayer de rattraper un peu le temps. Merci.